Démerde-toi tout seul. C'est ce que ma femme, Aurélie, a hurlé en faisant rugir le moteur, me laissant planter là sur le parking d'une station-service au milieu de nulle part sur l'autoroute A75, en Lozère, à plus de 300 km de chez nous, à Lyon. Ses sœurs, Céline et Manon, riaient aux éclats à l'arrière comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles n'aient jamais vue. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Je suis chef de chantier pour un grand groupe de BTP en Rhône-Alpes. Et j'étais marié à Aurélie depuis 8 ans. Nous avions pris la route pour le mariage de sa cousine près de Montpellier. C'était censé être un petit week-end sympa, juste nous quatre dans sa berline, à partager les frais d'essence et les chambres d'hôtel. Mais pendant tout le trajet, je sentais que quelque chose clochait. Aurélie n'arrêtait pas d'échanger des regards complices avec ses sœurs dans le rétroviseur. Des petits chuchotements desquels pensaient que je n'écoutais pas. Quand je demandais ce qui se passait, elle me décochait ce sourire éclatant en disant « Rien, chérie. Juste des trucs de sœur. » J'aurais dû écouter mon instinct. Nous nous étions arrêtés pour faire le plein 1 heure avant Millau. Je suis entré dans la boutique pour prendre un café et aller aux toilettes. Quand je suis ressorti, elles étaient déjà dans la voiture, moteur tournant. Aurélie a baissé la vitre avec un sourire bizarre. « Monte dans la voiture, Aurélie », ai-je dit en marchant vers la portière passager. « En fait, » a-t-elle répondu, « on a discuté, et on pense que tu as besoin d'apprendre un peu l'indépendance. »« De quoi tu parles ?» Céline s'est penchée depuis la banquette arrière. « Tu es toujours tellement collant, Julien, à suivre Aurélie partout comme un petit chien perdu. On s'est dit que ça te ferait du bien. » Manon a renchéri, une petite aventure. Je suis resté là, les clés de voiture à la main. Sauf que ce n'étaient pas les clés de la voiture. C'étaient les clés de la maison. Ma voiture de fonction était restée à Lyon, garée dans notre allée. « Ce n'est pas drôle, ai-je dit. Peu importe la blague, arrêtez ça tout de suite. » Le sourire d'Aurélie s'est élargi. « Ce n'est pas une blague, c'est un défi. Tu es toujours si sérieux, Julien. Apprends à rire un peu. »« Démerde-toi tout seul », a-t-elle crié avant d'appuyer sur l'accélérateur. J'ai regardé leurs feux arrière disparaître sur l'autoroute, restant là avec mon portefeuille, mon téléphone et la prise de conscience grandissante que ma femme et ses sœurs venaient de m'abandonner au milieu de la France profonde. Le vent d'octobre traversait ma veste, et je sentais l'odeur de la neige arriver sur le massif central. J'ai appelé le portable d'Aurélie, messagerie directe. J'ai appelé Céline. Pareil. Manon avait bloqué mon numéro il y a des mois après une dispute dont je ne me souvenais même plus. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une farce stupide qui se terminerait dans 1 heure. C'était tout autre chose. Quelque chose qui me montrait exactement ce que ma femme et ses sœurs pensaient de moi. Je suis retourné dans la station-service et j'ai demandé au caissier combien coûtait un billet de car pour Lyon. « Il n'y a pas de car qui passe ici », m'a-t-il dit. « Il faut aller jusqu'à la gare routière de Clermont-Ferrand ou attendre un Flixbus à l'heure suivante, mais c'est loin. » J'avais rencontré Aurélie 9 ans plus tôt sur un chantier. Elle était consultante en environnement pour un projet commercial sur lequel mon équipe travaillait. Intelligente, drôle, avec cette façon de me faire sentir que j'étais la seule personne dans la pièce quand elle me parlait. Ses sœurs étaient différentes. Céline avait 2 ans de plus, travaillait dans le marketing pour une start-up tech, avait toujours un avis sur tout. Manon était la petite dernière, 28 ans, cherchant encore ce qu'elle voulait faire de sa vie, mais jamais à court d'attitude. Dès le début, elles m'ont traité comme si je leur volais leur sœur. Des repas de famille où elles faisaient des private jokes que je ne pouvais pas suivre. Des vacances où elles réservaient des activités sans me demander si je voulais venir. Des petites choses qui s'accumulaient avec le temps. Elles sont juste protectrices, disait Aurélie chaque fois que j'en parlais. Elles vont s'habituer à toi. Mais elles ne l'ont jamais fait. Au contraire, ça a empiré après notre mariage. Céline a commencé à faire des commentaires sur la façon dont j'empêchais Aurélie de voyager davantage, de prendre des risques. Manon levait les yeux au ciel chaque fois que je proposais mon aide pour quoi que ce soit, comme changer une roue ou réparer un truc dans leurs appartements. « On n'a pas besoin d'un homme pour tout résoudre », disait-elle. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Comment Aurélie envoyait des SMS constamment quand nous étions ensemble, toujours avec ses sœurs. Comment elle changeait nos projets à la dernière minute parce que Céline ou Manon avaient une crise qui nécessitait une attention immédiate. L'année dernière, Aurélie a oublié notre anniversaire de mariage parce qu'elle aidait Manon à déménager. L'année d'avant, elle a raté mon dîner d'anniversaire parce que Céline avait des problèmes avec son copain.
La famille passe avant tout, disait-elle toujours. Et je comprenais ça. Je respectais ça. Mais j'étais censé être sa famille aussi. Les signes avant-coureurs étaient là pendant le trajet vers Montpellier. Comment elles avaient insisté pour que je ne prenne pas ma voiture. Comment Aurélie avait réservé la chambre d'hôtel à son nom uniquement. Comment Céline n'arrêtait pas de faire des blagues sur le fait que je ne faisais jamais rien de spontané. Tu te souviens quand tu étais fun, avait demandé Manon depuis la banquette arrière. Avant que tu ne deviennes tout domestiqué et ennuyeux. J'avais ri jaune, mais ça m'avait piqué. Je faisais des semaines de 50 heures sur les chantiers pour nous assurer un confort de vie. Je réparais tout dans la maison, je planifiais les vacances, je me souvenais des dates importantes. Je pensais que c'était ça, être un bon mari. Debout sur ce parking de station-service, regardant le soleil se coucher sur les monts d'Auvergne, j'ai réalisé que j'avais tort. Pas sur le fait d'être un bon mari, mais sur la personne avec qui j'étais marié. Le caissier m'a laissé utiliser le téléphone fixe de la station pour appeler une compagnie de taxi locale. Une course à 80 € que je ne pouvais pas vraiment me permettre, mais je devais rejoindre une gare ferroviaire. Le trajet en train pour Lyon, avec les correspondances, a pris des heures interminables. Des heures assis sur ce siège inconfortable à penser à mon mariage, à la femme que j'avais passé 8 ans à essayer de rendre heureuse. Je vérifiais sans cesse mon téléphone, m'attendant à un SMS d'excuses, peut-être un appel paniqué quand elle réaliserait qu'elles étaient allées trop loin. Mais rien n'est venu. Vers minuit, quelque part près de Saint-Étienne, ça m'a frappé. Ce n'était pas pour m'apprendre l'indépendance ou m'aider à me détendre. C'était de l'humiliation pure. C'était pour me montrer exactement où je me situais dans leur petite sororité. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais cédé quand elles voulaient changer nos plans. Toutes les fois où je m'étais mordu la langue quand elles faisaient des blagues à mes dépens. Toutes les fois où je m'étais excusé pour des choses qui n'étaient pas de ma faute juste pour avoir la paix. Le pire n'était pas d'être abandonné. Le pire était de réaliser que c'était probablement quelque chose qu'elles avaient planifié depuis des semaines, peut-être des mois, assises dans l'appartement de Céline, à monter ce plan, riant de ma naïveté. Au moment où je suis arrivé à la gare de Lyon-Pardieu au petit matin, j'avais pris ma décision. J'ai pris un taxi pour rentrer, m'attendant à trouver la voiture d'Aurélie dans l'allée, mais elle n'était pas là. La maison était vide, exactement comme nous l'avions laissée vendredi matin. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à fouiller dans les affaires d'Aurélie. Pas parce que j'étais jaloux ou méfiant, mais parce que j'avais besoin de comprendre avec qui j'étais marié. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais elle avait toujours été négligente avec ses onglets de navigateur ouverts ou ses sessions WhatsApp web. J'ai trouvé des conversations de groupe entre elle et ses sœurs remontant à des mois. Des captures d'écran de nos conversations par SMS qu'elle partageait avec elle, accompagnées d'émojis qui pleurent de rire, des photos de moi en train de dormir qu'elle leur avait envoyées avec des légendes comme mort au monde comme d'hab et zéro conscience. Mais c'est le fil de discussion sur le voyage qui a brisé quelque chose en moi. Céline l'avait suggéré en premier, on devrait trop le planter quelque part et voir combien de temps il met à comprendre comment rentrer. Manon avait répondu, OMG. Oui, il est tellement dépendant d'Aurélie pour tout. Aurélie avait écrit, vous êtes terribles les filles, mais ce serait aussi hilarant. Elles avaient planifié chaque détail. L'arrêt à la station-service, l'histoire sur le besoin d'indépendance, même le plan de secours. Si jamais il rentre avant nous, il appellera probablement juste sa maman ou un truc du genre. Céline avait écrit, gros bébé. J'ai fermé l'ordinateur et je suis resté assis là un long moment. Puis je suis monté à l'étage, j'ai fait un sac et je suis parti. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas coupé l'eau ni verrouillé la porte à double tour. Je suis juste sorti, de la même manière qu'elles étaient parties sans moi. La différence, c'est que moi, je ne revenais pas. J'ai conduit ma vieille camionnette jusqu'à chez mon frère Thomas, à Saint-Étienne. Il travaillait de nuit dans une usine et avait une chambre d'amis dans son appartement. Quand je me suis présenté à sa porte avec un sac de sport et aucune explication, il a juste hoché la tête et m'a tendu une bière. « Tu restes combien de temps ?» a-t-il demandé. Je ne sais pas encore. Thomas n'avait jamais aimé Aurélie. Il ne l'avait jamais dit ouvertement, mais je voyais bien comment il devenait silencieux quand elle était là. Comment il avait toujours une excuse pour partir tôt lors des réunions de famille. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tout. La blague, les groupes de discussion, les mois de planification dans mon dos.
Putain, Julien, a-t-il dit quand j'ai fini. Tu es mieux sans elle. Lundi matin, j'ai appelé mon superviseur et j'ai demandé une mutation sur un projet dans la Loire, près de Saint-Étienne. Il manquait de bras pour la rénovation d'un hôpital et avait besoin de gars expérimentés. Mon patron n'a pas posé de questions, il a juste dit que je pouvais commencer mercredi. Mardi après-midi, mon téléphone a commencé à sonner. Aurélie était rentrée. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis j'ai écouté le message, « Julien, t'es où ? Je rentre et tu n'es plus là. Ce n'est pas ton genre. Rappelle-moi. Il faut qu'on parle. » Pas d'excuses. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste de la confusion face à mon audace de disparaître. J'ai bloqué son numéro. 1 heure plus tard, Céline a appelé. Bloqué aussi. Puis Manon. Bloqué. Mais elles étaient tenaces. Elles ont commencé à appeler d'autres numéros. Le téléphone fixe du travail d'Aurélie, des numéros que je ne reconnaissais pas. Toujours le même message, je réagissais de manière excessive. C'était juste une blague. Je devais rentrer pour qu'on puisse arranger ça. Jeudi, Thomas est rentré de son service avec un regard bizarre. « Ta femme est là » a-t-il dit. Elle est assise dans sa voiture dehors. J'ai regardé par la fenêtre. La berline d'Aurélie était garée de l'autre côté de la rue. Elle m'a vu à la fenêtre et est sortie pour marcher vers l'immeuble. Je l'ai interceptée dans le hall avant qu'elle ne puisse frapper à la porte de Thomas. « Julien, Dieu merci » a-t-elle dit en essayant de m'attraper le bras. J'étais si inquiète. J'ai reculé. « Qu'est-ce que tu veux, Aurélie ? Je veux que tu rentres à la maison. Je veux qu'on parle de ça comme des adultes. » Parler de quoi ? De comment tu m'as abandonné à 300 bornes de la maison. De comment toi et tes sœurs avez planifié ça pendant des mois. Son visage a changé. Le masque de l'épouse inquiète est tombé une seconde et j'ai vu autre chose en dessous. De l'irritation. Comme si j'étais déraisonnable. C'était une blague, Julien. Tu agis comme si on avait commis un crime. Tu m'as laissé en plan. Tu as ri de ça. Tu as planifié ça pendant des mois. Parce que tu en avais besoin, a-t-elle lâché. Et voilà. La vraie raison. Tu es si dépendant, si collant. On s'est dit que si tu devais te débrouiller seul pour une fois, peut-être que tu grandirais un peu. Le hall était silencieux, à part le bourdonnement des néons. J'ai regardé cette femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout. Je ne rentre pas, ai-je dit. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas juste disparaître parce que tes sentiments ont été blessés. Regarde-moi faire. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur. Elle a suivi, parlant plus vite maintenant, faisant des promesses, des menaces, des explications qui n'avaient aucun sens, mais j'avais arrêté d'écouter. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, elle parlait encore. Vendredi matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Céline. Aurélie est vraiment bouleversée. Tu dois arranger ça. Je l'ai montré à Thomas autour d'un café. Change de numéro, a-t-il dit. Alors, je l'ai fait. 3 semaines plus tard, je m'installais dans ma nouvelle routine. Travail sur le chantier de l'hôpital la journée, aide à la mécanique sur la voiture de Thomas le week-end, réapprentissage de ce que ça faisait de prendre des décisions sans consulter quelqu'un d'abord. J'avais trouvé un petit appartement au sud de Saint-Étienne. Rien de chic, mais c'était à moi. Pas de décision partagée sur les meubles ou la couleur de la peinture. Pas de compromis sur les émissions à regarder ou quoi manger pour le dîner. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau moi-même. C'est là que ma mère a appelé. Julien, mon chéri, Aurélie est passée à la maison. J'avais évité les appels de mes parents, pas encore prêt à expliquer la séparation. Mais apparemment, Aurélie n'avait pas de telles hésitations. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ai-je demandé. Elle a dit que tu faisais une sorte de dépression nerveuse, que tu as disparu après un voyage en famille et que tu ne réponds pas à ses appels. Je pouvais entendre l'inquiétude dans la voix de ma mère. Maman avait toujours aimé Aurélie, pensait qu'elle était bonne pour moi, stable, responsable. Ce n'est pas une dépression, maman. On a des problèmes. Quel genre de problèmes qui ne peuvent pas être résolus? Je ne voulais pas entrer dans les détails. Je ne voulais pas expliquer les groupes de discussion,
la planification ou les mois de cruauté subtile qui avaient mené à ce moment en Lozère. Ça aurait semblé mesquin, comme si je surréagissais à une blague. Je t'appellerai plus tard, maman. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses. Mais après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'Aurélie jouait encore le jeu, contrôlant toujours le récit, me faisant passer pour l'instable. Celui qui avait abandonné son mariage pour rien. Je suis retourné à Lyon ce week-end-là, pas à la maison qu'Aurélie et moi partagions, mais chez mon pote Nicolas. Il travaillait dans le bâtiment aussi. Il avait été à mon mariage. J'ai entendu dire que toi et Aurélie aviez rompu, a-t-il dit quand je me suis présenté à sa porte. Désolé, mec. Qu'est-ce que tu as entendu? Juste que tu t'es tiré après une dispute. Elle avait l'air assez démolie par ça. C'était encore là. La version des événements d'Aurélie où j'étais le méchant qui avait surréagi et abandonné sa femme. Nicolas m'a offert une bière et on s'est assis sur sa terrasse. Je lui ai raconté la vraie histoire, tout. C'est tordu, a-t-il dit quand j'ai fini. Pourquoi elle ferait un truc pareil? Je pense qu'elle voulait que je parte, ai-je dit. Pas définitivement, mais je pense qu'elle aimait avoir le pouvoir de me blesser, de me montrer à quel point je comptais peu. Nicolas est resté silencieux un moment. Puis, tu sais quoi? Je me souviens d'un truc à ton mariage. J'ai secoué la tête. Pendant la réception, tu parlais à des gars de mon équipe. Juste une conversation normale, mais chaque fois que tu riais ou que tu avais l'air de t'amuser, Aurélie venait t'interrompre. Elle trouvait une raison pour que tu sois ailleurs. Je me suis souvenu de ça. Comment elle n'arrêtait pas de m'éloigner des conversations, disant qu'on devait remercier tel oncle ou prendre des photos avec ce groupe. Je pensais qu'elle était juste une bonne hôtesse. J'ai dit, peut-être, ou peut-être qu'elle n'aimait pas me voir heureux sans elle. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant la maison où Aurélie et moi avions vécu. Sa voiture était dans l'allée, les lumières allumées dans le salon. Je pouvais voir son ombre bouger à l'intérieur. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste continué ma route. Mais voir cette maison, me souvenir de la vie que j'y avais construite m'a fait réaliser quelque chose d'important. Je ne fuyais pas juste un mauvais mariage. Je courais vers quelque chose de mieux. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à prendre des mesures que j'aurais dû prendre des années plus tôt. J'ai ouvert mon propre compte bancaire, transféré ma moitié de nos économies, trouvé une avocate spécialisée dans les divorces. L'avocate, une femme directe nommée Maître Valérie Dubois, a écouté mon histoire sans jugement. Avez-vous des preuves du harcèlement? A-t-elle demandé. Je lui ai montré les numéros bloqués sur mon téléphone, les messages de Céline et Manon, la façon dont elles appelaient mon lieu de travail. Et vous avez dit qu'elle est allée chez vos parents? Oui. Elle leur a dit que je faisais une dépression. Maître Dubois a pris des notes sur son bloc. On peut travailler avec ça. Le divorce pour faute peut être envisagé, ou au moins utiliser ça pour contrer ses demandes. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Valérie s'occuperait de faire signifier l'acte à Aurélie et de lancer la procédure. Une dernière chose, a-t-elle dit en partant. N'entrez en contact sous aucun prétexte. Ne répondez pas aux appels, SMS ou visites. Tout ce que vous direz pourra être utilisé pour vous peindre comme instable ou vindicatif. Et si elle vient à mon travail? Documentez-le. Appelez la police si nécessaire, mais n'engagez pas la conversation. Le projet de rénovation de l'hôpital se passait bien. J'avais été promu chef d'équipe, supervisant 5 gars. Le travail était régulier, la paie correcte, et personne ne se souciait de ma vie personnelle tant que je faisais mon boulot. J'ai commencé à prendre des cours du soir en gestion d'entreprise, quelque chose qui m'avait toujours intéressé mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand Aurélie et ses sœurs demandaient constamment de l'attention. Pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espace pour penser, pour comprendre ce que je voulais vraiment au lieu de réagir aux attentes des autres. 2 mois après avoir demandé le divorce, Thomas m'a appelé au travail. Ton avocate veut te parler. Elle dit que c'est important. J'ai retrouvé Maître Dubois à son cabinet cet après-midi-là. Elle avait une pile de papiers sur son bureau et un air satisfait. Votre femme a été occupée, a-t-elle dit. Elle a engagé son propre avocat et ils essaient de plaider l'abandon du domicile conjugal. Ils disent que vous êtes parti sans prévenir et refusé de participer à une thérapie de couple. Abandon? C'est tiré par les cheveux, mais ils arguent que votre départ était délibéré et vindicatif. Ils veulent contester le partage des biens. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac.
Même maintenant, même après tout, Aurélie essayait de contrôler la situation. Mais voici la partie intéressante, a continué Valérie. J'ai fait faire des recherches par un enquêteur privé. Votre femme raconte aux gens que vous êtes devenu abusif et qu'elle a dû fuir pour sa sécurité. C'est un mensonge. Je sais, et je peux le prouver. L'enquêteur a trouvé des publications sur les réseaux sociaux du week-end où vous avez été abandonné. Des photos de votre femme et de ses sœurs faisant la fête dans un bar près de Montpellier, avec des légendes sur le beau week-end entre filles et la liberté. Elle m'a montré des impressions de posts Instagram. Aurélie et ses sœurs levant des verres de shot, grand sourire, postés à 23 h le jour même où elle m'avait laissé à cette station-service. Cela détruit leur récit, à 10 mètres du bois. Elles ne peuvent pas prétendre avoir eu peur de vous tout en célébrant simultanément votre absence. J'ai fixé les photos. Sur l'une d'elles, Céline portait ma casquette de chantier, celle que j'avais laissée dans la voiture quand je suis allé payer l'essence. Il y a plus, a dit l'avocate. L'enquêteur a aussi trouvé les messages de groupe. Votre femme a été négligente avec ses paramètres de confidentialité. Elle m'a tendu une autre pile de papier. Des captures d'écran des conversations que j'avais vues sur l'ordinateur d'Aurélie, plus des dizaines d'autres que je n'avais pas trouvées. Des mois de planification, riant de mes réactions, faisant des paris sur combien de temps il me faudrait pour ramper jusqu'à la maison. Nous déposons notre réponse demain, a dit Valérie. Et ensuite, nous en finissons. L'audience de divorce était prévue un mardi matin de mars. Je portais mon meilleur costume, celui dans lequel je m'étais marié 8 ans plus tôt. Aurélie était assise à l'autre table avec son avocat, un homme bien habillé qui avait l'air de facturer à la minute. Elle avait perdu du poids, semblait fatiguée. Quand nos yeux se sont croisés dans la salle d'audience, elle a essayé de sourire comme si nous étions encore dans la même équipe. Son avocat a commencé, me peignant comme un mari instable qui avait abandonné sa femme après un désaccord mineur, disant que j'avais disparu sans avertissement, refusé le conseil conjugal et essayait de punir Aurélie pour une blague inoffensive. Votre honneur, Monsieur Julien Martin cherchait clairement une excuse pour quitter son mariage. Il a utilisé un simple malentendu familial comme justification pour abandonner ses responsabilités. Maître Dubois s'est levé quand ce fut notre tour. Elle était calme, professionnelle, mortelle. Votre honneur, je voudrais soumettre des preuves qui contredisent les affirmations de la partie adverse. Elle a remis au juge la pile de capture d'écran, les posts des réseaux sociaux, les preuves du harcèlement. Pièce par pièce, elle a démantelé l'histoire d'Aurélie. Ce sont des messages entre la requérante et ses sœurs, planifiant ce qu'elles appellent une blague des mois à l'avance. Voici des publications datant de la nuit où elles ont abandonné mon client, célébrant leurs actions. Et voici les enregistrements du harcèlement continu après que mon client ait demandé qu'on ne le contacte plus. Le juge a examiné les documents en silence. L'avocat d'Aurélie lui chuchotait urgemment quelque chose, mais je pouvais voir la panique sur son visage. De plus, a continué Valérie, la requérante a répandu de fausses allégations sur l'état mental et le caractère de mon client auprès d'amis communs et de membres de la famille. C'est un schéma de manipulation et de cruauté mentale, pas les actions d'une épouse inquiète. Quand le juge a finalement levé les yeux, son expression était neutre, mais ferme. Sur la base des preuves présentées, je prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Les biens seront divisés équitablement, sans prestation compensatoire accordée à l'une ou l'autre des parties. La Cour ne trouve aucune preuve d'abandon ou d'abus de la part du défendeur. Aurélie a essayé de m'approcher dans le couloir du tribunal, mais Maître Dubois s'est interposé entre nous. Pas de contact, a-t-elle dit fermement. Je suis allé jusqu'à ma camionnette sans me retourner. 3 ans après cette station-service en Lozère, c'était enfin fini. Les cours de gestion ont porté leurs fruits. 6 mois plus tard, j'ai lancé ma propre entreprise de bâtiment, Martin Rénovation. De petits boulots au début, des salles de bain, des terrasses. Mais le travail était régulier, et les clients appréciaient d'avoir quelqu'un qui arrivait à l'heure et faisait ce qu'il avait promis. Thomas est devenu mon premier employé. Puis Nicolas nous a rejoints quand le bruit a couru que nous étions des entrepreneurs honnêtes qui ne bâclaient pas le travail. J'ai acheté une petite maison dans l'ouest lyonnais. Rien de chic, mais elle avait un garage pour mes outils et un jardin où je pouvais réfléchir. Pas de décision partagée, pas de réunion de comité sur les couleurs de peinture. Environ 1 an après que le divorce soit devenu définitif, j'ai croisé Nicolas dans un magasin de bricolage. « T'as entendu pour Aurélie ?» a-t-il demandé. Je n'avais pas pensé à elle depuis des mois. Quoi à son sujet ?
Divorcée à nouveau. Elle a épousé un gars de son boulot 6 mois après votre divorce. Ça a duré environ 1 an. J'ai ramassé les vis pour lesquelles j'étais venu et je me suis dirigé vers la caisse. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé, m'a lancé Nicolas. Pas vraiment, et je le pensais vraiment. Aurélie et ses sœurs ont fini par faire face aux conséquences de leurs actes. Céline a perdu son job dans le marketing après que son harcèlement envers moi ait créé des problèmes juridiques pour son entreprise. Les tentatives de Manon de répandre de fausses histoires sur moi se sont retournées contre elle quand des amis communs ont comparé leurs versions et réalisé qu'elle mentait. Le remariage rapide d'Aurélie et son divorce subséquent ont entaché sa réputation dans notre ancien cercle social, la laissant de plus en plus isolée des gens même qu'elle essayait d'impressionner. Certaines leçons ne